Et salut à toutes et à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur Redane Eternal. Vidéo sur le Mago comme il avait été annoncé la semaine dernière, avec un tout petit peu de retard, je m'en excuse. Il y a eu un petit problème technique et hier des gens m'ont pourri ma soirée donc j'avais pas envie de tourner. Donc le Mago classique, pas éveillé vu que je n'ai pas le niveau, mais le niveau viendra avec le temps. J'ai commencé à le up, il était 70, maintenant il est 76, donc ça avance petit à petit. Donc avant de commencer dans le vif du sujet, on va aborder 2-3 petits trucs. Déjà le premier, mon Mago n'est pas exceptionnel, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un petit peu comme l'ingénieur en fin de compte. J'ai pas un Mago qui est très puissant, voire j'ai envie de dire qu'il est nul. Étant donné que je le joue pas, je le jouais quand j'étais au niveau 65 il me semble, parce qu'il n'y avait pas besoin d'avoir des stats de ouf pour faire du DPS à l'époque là, donc je le jouais. Mais je pense qu'on peut quand même en parler et dire des choses intéressantes, étant donné que pour moi le Mago n'est pas une simple classe de DPS AOE, c'est une classe qui prend en compte beaucoup de paramètres, comme la plupart des classes. Mais si vous voulez, le Mago la plupart du temps il est exploité comme ceci, vous voyez, spam tornade, spam tornade, spam tornade, et de temps en temps une petite réaction en fusion. Mais pour moi je pense qu'il y a vraiment une autre manière de l'utiliser, ce magicien, lesquels je sais pas parce que je suis vraiment pas du tout un expert dans le magicien. Mais on peut quand même dire que le Mago c'est une des classes magiques les plus résistantes après le démoniste et le Lumi, mais le Lumi fera l'exception parce que le Lumi lui est en armure légère et pas en robe. Et le Mago est quand même très résistant et c'est assez simple de lui donner des stats d'esquive et de parade comparé à l'Ilu et au démo. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur lui. Donc déjà par rapport à mon trait héroïque, non pas mon pet parce que maintenant j'ai un pet attaque magique pour mon lui, donc on peut plus dire par rapport au pet maintenant, mais surtout par rapport à mes stats et à mon stuff, on peut voir que je n'ai pas du tout l'habitude de jouer le Mago. En effet je suis stuffé avec un bâton de maudit, donc on achète avec les pièces, et je suis en stuff chevalier templier, donc là c'est vrai que je fais des gros dégâts, mais en même temps on est sur une map bas level, on est sur plaine dorée. Et c'est pas parce que c'est une map bas level, c'est juste que j'aime bien changer de map à chaque fois qu'on fait un nouveau thème. Et puis j'essaie de prendre des maps adaptées à la classe et à son système de gameplay. Donc pour commencer, le magicien. Donc le magicien, au niveau de ses caractéristiques, on a 15% d'attaque magique et physique supplémentaire commun à toutes les races. Et on a 5% de cast compétences en supplément pour les humains. Donc un petit peu plus de vitesse d'invoque, c'est plutôt sympa. On a un surplus de points de mana, ce qui n'est pas étonnant vu notre passif. On a un surplus d'intelligence, qui n'est pas étonnant non plus, car l'humain, il me semble que c'est lui qui a la réputation d'être le deuxième meilleur DPS magicien, parmi les races il me semble. Il me semble que le premier c'est le crapaud dû à ses passifs et à son intelligence qui est boostée. On a un petit peu de chance, un tout petit peu d'agi, donc 2-3 petites stats par là pour je dirais booster la classe. Donc au niveau des stats, hein, vous pouvez voir que je suis pas du tout axé magicien. J'ai, on va dire, les stats minimum, les stats de base qu'un magicien devrait avoir. Surtout que je te fais en chevalier templier, donc voilà quoi. Donc une fois que j'ai activé mes météores, je suis à 14, punaise, je ne sais plus lire, % de vitesse d'invoque et 52% de critique, 300% de dégâts crit parce que je suis en rune, mais voilà. Donc vous pouvez voir quand même que quand on a des sorts comme la réaction en fusion qui sont super lents à cast, si vous n'avez pas un si vous avez des stats comme moi et vous n'avez pas un proc d'agilité ou de vitesse d'invoque derrière, ça c'est chaud de le placer. Donc on va commencer par les certificats, donc les certificats qui sont très intéressants, je dirais aussi intéressants que les certificats de l'assassin, sauf pour le premier qui n'est pas top, qui est plus utilisé pour enfin non, personne ne l'utilise il me semble. Donc c'est un premier certificat qui diminue le mal généré de 5 puis de 8%, donc il sera quasiment jamais utilisé je pense par les gens, quasiment, parce que des fois on l'utilise parce qu'on a besoin de justement générer moins de mal. Ensuite on a la fusion des éléments, 5% de crit en plus et 10% ensuite, donc c'est le certificat bien sûr qui sera utilisé par tous les DPS magiques qui ont besoin de taux de crit.
Et ensuite un certificat d'intelligence plus 10% et 15% d'intelligence en supplément. Ce qui est plutôt bien car il rappelle le certificat de force de l'assassin. Et c'est vrai que l'intelligence c'est pas une stat qui est énormément exploitée. Quand on regarde la plupart des DPS magiques, on voit qu'ils n'ont pas forcément une intelligence énormément boostée. Pour la simple raison que l'intelligence n'a qu'une seule caractéristique, elle n'a que l'attaque magique. Donc les gens vont plus avoir tendance à EP leur attaque magique brute plutôt que EP leur attaque magique avec l'intelligence. Car l'intelligence ne donne que 5 points d'attaque magique et c'est tout. Il ne donne rien d'autre. Donc c'est bien dommage, il faudrait créer une sorte de caractéristique qui soit influée par l'intelligence. D'où je pense un jour créer une défense magique. Donc ici ça botte aux développeurs de créer une défense magique autre que les résistances et qui cherche une stat qui peut influencer sur cette défense. Bah l'intelligence serait peut-être une bonne enfin ce sera plutôt enfin le moment d'intégrer l'intelligence dans les réelles stats du jeu. Donc voilà. Donc pour les compétences de classe, on va commencer comme d'habitude, on va rien changer, hein. On change pas les bonnes habitudes. Dans l'ordre du jeu, même si c'est pas le véritable ordre, mais c'est pas grave. Donc nous avons en premier lieu l'éclair. Donc l'éclair qui est un sort qui se combine au froid hivernal, le froid hivernal qui est commun à toutes les classes, magique violette. L'éclair qui est un sort en instantané. Et excusez-moi, si la cible est sous l'effet de froid hivernal, vous avez 15% de chance de renverser votre cible. Donc vous faites le froid hivernal et ensuite l'éclair. Donc là, je pense pas que j'aurai le temps de renverser, étant donné que j'ai one shot. Et j'ai pas tellement envie de me frotter à Gilles avec mon Margot, parce que Margot, quoi qu'on pourrait peut-être essayer. Bon allez, on va essayer, et si j'y arrive pas, bah au pire, une petite retraite, il n'y a pas de honte à avoir une retraite. Hop. Pas réussi à le renverse. Ouah, il est où mon TP déjà? Il est là. Hop. On va essayer de le renverse. Il a pas l'air décidé à renverse. Non. En même temps, c'est que 25% de chance à chaque éclair. Donc c'est pas énorme. Non, il veut toujours pas. Ah voilà, donc vous voyez, cible renversée, dégâts infligés par 1,5 pendant les 5 secondes. Donc vous voyez, on peut renverser... D'habitude, je renverse assez souvent, j'ai été étonné, là, j'ai pas eu de bol. Mais bien sûr, il faut que ce soit quand je fasse une vidéo que le renverse ne veuille pas se caser, fait chier. Ensuite, après l'éclair, donc c'est une attaque magique, l'éclair, on a Enfer Ardent qui est une dot en AOE qui se place comme ceci. Vous voyez voir un AOE classique qu'on place, qu'on appuie et qu'on caste. Donc les dégâts sont faits. Vous n'avez aucun autre point positif à cette dot, hormis la dot, hein. Par exemple, le métal hurlant du barde, lui, diminue la défense. D'ailleurs, j'en profite pour parler du barde vite fait. Maintenant, on a un instant de casse sur le métal hurlant. Je comprends pas pourquoi. Ils auraient mieux fait mettre un temps de casse sur d'autres compétences que sur le métal hurlant. Mais bon, on va pas chercher à comprendre. Ensuite, vous avez le sort qui est spammé par les magiciens en général, donc qui est la tempête de glace, attaque magique en AOE, comme le Enfer Ardent qui se place, et qui immobilise vos cibles pendant 3 secondes. Donc c'est plutôt sympa, une fois que vous avez fait, votre cible est immobilisée. Ça n'a pas d'effet sur les boss, il me semble. Oui, voilà. Bon là, une fois encore, vous ne pouvez pas voir l'immobilité, mais elle se fait, hein. Vous pouvez la souligner par par une petite animation de glace qui reste au pied de votre adversaire. Mais si vous touchez votre adversaire, l'immobilité se retire. Donc avant de taper votre cible, réfléchissez bien au sort que vous allez faire, car une fois que vous aurez fait votre sort, si la cible a pris des dégâts, l'immobilité disparaît. Par exemple, si je glace quelqu'un avec ma tempête de glace et qu'ensuite je lui fais l'enfer ardent, donc qui n'est qu'une simple dot, ou un froid hivernal, il ne sera pas désimmobilisé, il sera toujours bloqué. Ensuite, le voile du blizzard, donc le voile du blizzard qui est une compétence, la compétence utilisée uniquement en PVP, car vous n'avez pas d'intérêt en PVE à l'utiliser, de toute façon vous ne pouvez pas l'utiliser en mode combat. Donc le voile du blizzard, c'est une compétence fufu, donc vous allez voir, hein.
Hop, vous êtes en fufu, donc moi ça m'enlève ma monture de combat. Oui, c'est vrai que j'ai pas dit, mais vous avez dû voir que j'ai acheté une monture de combat. Un ami qui m'a fait un prix, donc c'est plutôt cool. C'était un petit peu mon caprice d'avoir une monture de combat, donc maintenant je suis content. Donc la cible devient invisible et récupère un certain nombre de PM toutes les 2 secondes. Donc une petite régène de mana pendant que vous êtes en invisible, c'est assez sympa. Non utilisable en mode combat bien entendu. Malheureusement ou heureusement, je ne peux pas vous dire, ça c'est chacun son avis. Le seul inconvénient que je trouve à ce fufu, enfin inconvénient ou avantage, inconvénient par rapport à l'élu qui lui ne l'a pas, et avantage par rapport à vos adversaires qui pourront vous repérer avant que vous n'attaquiez. Vous ne pouvez pas attaquer en fufu, et vous n'avez que 2 manières de retirer le fufu. Enfin, 3, mais la troisième, on va pas trop en parler vu que quasiment personne l'utilise. La première, soit quelqu'un tape au pif, il vous démasque, vous n'êtes plus en fufu. Soit vous faites dans les buffs, clic droit, annuler statut, et vous n'avez plus le fufu. Et là, vous pouvez attaquer, donc vous êtes obligé de faire cette manipulation pour attaquer votre cible. Donc c'est pas génial. Soit votre adversaire a une potion de détection d'invisibilité et quand vous allez passer à côté de lui, ben vous allez défufu automatiquement. Donc c'est un peu bête quand même, je trouve, parce que c'est un petit peu en mode du genre, mettons j'ai un adversaire devant moi en PVP, je suis fufu, n'allez pas vous caser devant lui, parce que si vous vous casez devant lui après avoir fufu et que vous faites annuler le statut devant lui, il va vous griller, il va vous choper. Non, allez bien loin, essayez de vous mettre derrière lui si vous avez possibilité, enlevez le fufu et attaquez-le. Soit vous visez sur un one shot avec la réaction infusion, soit vous pouvez viser un renverse avec le froid hivernal et l'éclair, vous pouvez essayer les deux. Moi la plupart du temps j'essaie renverse, enfin j'essayais vu que maintenant je joue plus le mago. Ensuite vous avez affaiblissement mental, qui est plutôt sympa, ça réduit la résistance à la glace et à la foudre. Logique, le mago utilise glace et foudre, donc vous pouvez voir ici hein. Hop, et ça diminue aussi sa guérison générale, donc contre les heals en PVP c'est plutôt cool. Ça leur donne un petit malus supplémentaire et ils sont pas contents. Et là vous avez l'opposé, résistance à la cible feu, glace et foudre, plus 10 pendant 30 secondes, et vous infligez également ces mêmes dégâts élémentaires. Donc vous voyez, hop, et vous pouvez voir que mes résistances élémentaires ont été boostées. Donc c'est un petit plus, c'est pratique étant donné que maintenant les résistances élémentaires sont devenues un paramètre très important dans le gameplay. Enfin gameplay, si on peut dire qu'il y a du gameplay sur Eden, on va dire plutôt dans le combat en PVP. Ça évitera de faire des trucs bizarres. Ensuite vous avez téléportation qui est une compétence exclusivement neutre, qui n'est ni utilisable en PVP ni utilisable en PVE. Ça téléporte simplement toute votre équipe et vous-même au gardien de l'âme auquel vous êtes relié. C'est un TP sympa, pratique pour sortir des donjons. Vous avez le bouclier de glace. Donc le bouclier de glace, oh, attends, parce que à force de parler, j'ai quand même un peu soif. C'est vrai que je me suis pas beaucoup hydraté aujourd'hui. Et à force de parler, on a la bouche sèche. Donc le bouclier de glace bénéficie d'un bouclier de glace pendant 30 secondes, une augmentation de défense et un pourcentage de gelée et 20% de chance de geler l'attaquant et de lui infliger vitesse de déplacement moins 30% pendant 6 secondes. Donc c'est cool. Hop, vous avez un boost de défense et si votre cible vous attaque, elle a un pourcentage de chance voilà, d'avoir une vitesse de déplacement de réduite de 30%. Donc ensuite vous lui casez des dots, comme ça il sera encore plus long parce que le froid hivernal réduit la vitesse de déplacement. Vous avez de quoi transformer un mec rapide en vraie limace. Ensuite vous avez magie extrême. Non avant, je vais quand même, parce que j'aime bien montrer les animations, je vais montrer l'animation de la téléportation sans la faire. Donc vous voyez c'est ça. Et hop là comme ça. Donc là je les décaste avant qu'elle se fasse, sinon j'aurais été téléporté à Haven vu que je suis relié là-bas. Hop. Donc la magie extrême, qui est un sort qui se stack 3 fois sur vous, qui augmente votre attaque magique, mais uniquement de votre prochaine attaque. Donc là vous pouvez voir que j'ai un boost de 9270 points de magie. Donc mon attaque magique augmente à 60 combien 68 000. C'est naze. Et vous pouvez ensuite balancer une attaque beaucoup plus puissante. Et là j'ai fait un 11K, donc je suis passé pour un crétin.
On va essayer une petite deuxième fois. Soyez cool parce que je sais que j'ai un magot de merde, mais quand même. Ouais, 23K. D'ailleurs, j'ai fait un 30K sans avoir ce truc. Bref, on va pas s'attarder sur les caractéristiques dégueulasses de mon magot. Ensuite, la réaction de fusion, qui est le dernier sort que le magot débloque. C'est un mélange de la tempête de glace et de l'enfer ardent, sauf qu'elle inflige des dégâts de feu uniquement. Qu'elle a un temps de cast monstrueux. Normalement 6 secondes d'invocation. C'est énorme. Donc vous voyez que déjà avec un peu de vitesse d'invoque, je suis quand même à 1 seconde 5 de cast. Quand je mets le boost de magie, hop, je ne suis plus qu'à 1 seconde de cast. Donc vous voyez, il me faut quand même un proc d'agilité, pour moi en tout cas, pour pouvoir être en instant. Donc soit de ce... Non, mais il n'y a que ma cape qui me fournit du proc agilité. Donc en fin de compte, voilà. Mais c'est une compétence qui est extrêmement puissante, d'où la raison que son temps de cast a été augmenté. Mais c'est tellement simple de EP sa vitesse d'invoque sur Eden que même s'il y a 6 secondes de cast, ça sert à rien. Vous allez réussir à le mettre en instant cast et vous allez faire des dégâts monstrueux avec cette compétence. Moi c'est vrai que j'ai fait un 11K, mais un vrai magot bien stuff, il va vous balancer une patate monstrueuse. Le magot n'usurpe pas du tout sa réputation. Si vous voulez un exemple d'une classe qui peut usurper sa réputation, bah justement ce serait le magot éveillé. Parce que le magot éveillé, c'est juste comme je l'ai dit dans la vidéo du barbare, il me semble. C'est juste du n'importe quoi. Vous pouvez os avec un bâton niveau 5, donc... excusez-moi, sans commentaire. Hein. Le magot, non, c'est vraiment une classe qui fait des dégâts monstrueux avec ses compétences. EP son attaque magique est une chose, mais il faut vraiment EP toutes les stats à côté avec elle, car si vous EP ses résistances, son esquive et sa parade, vous n'aurez pas qu'un simple DPS magique, vous aurez un DPS magique extrêmement résistant, autant sur le plan du temps que sur le temps de la résistance, pas de la résistance, mais plutôt de l'agilité et de la dextérité à éviter une attaque. Mais si vous tombez contre un DPS physique corps à corps, genre samouraï, guerrier, je prendrai pas l'exemple des classes éveillées parce que n'importe quelle classe éveillée peut vous défoncer la gueule. Je pense que les DPS physiques sont réellement le seul point faible aux magiciens, car ce sont des classes qui font des dégâts monstrueux sur les armures de protect, qu'importe leur défense. D'où le fait que le magicien ait une sorte de facilité à augmenter ses stats défensifs. Donc on va dire que votre plus gros ennemi à vous les magiciens, hormis le chevalier qui peut silence, ce sera les corsaires et les chasseurs. Peut-être les ingés, ça dépendra si vous tombez sur un ingé physique, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ouais, votre plus grand adversaire, ce sera pour moi le corsaire et les chasseurs. Parce que ce sont des DPS physiques à distance, qui ont de la triple attaque. Donc votre armure de protection, elle va prendre des trous. Votre plus grand adversaire, hormis ces deux classes, ce sera la combinaison justement de une de ces deux classes, plus celle d'un samouraï. Parce que si un chasseur ou un corsaire vous immobilise et qu'un samouraï arrive derrière vous, vous allez vous dire, oh mais tant que c'est pas le corsaire qui me frappe, ça va. Non, un samouraï vous fera encore plus de dégâts, il vous défoncera. Franchement, c'est pas une connerie, le magicien c'est en tissu, c'est pas pour rien. Bref, mais à part ça, c'est une classe qui, une fois ses stats montées, aura une très grande résistance sur le temps. Et grâce à son fufu, si vous arrivez à repli, grâce à son fufu, vous aurez vraiment un avantage considérable sur votre cible. Étant donné que vous pouvez surprendre votre cible avec le fufu, si vous arrivez à le caser correctement, à l'annuler correctement et à mettre une première tempête de glace, la cible ne va pas du tout savoir d'où vient cette compétence. Vous allez avoir largement le temps de caster n'importe laquelle de vos compétences. Donc choisissez bien. C'est une question de choix et de stratégie en fonction de quand vous allez caser tel ou tel AOE, on va dire. Après, c'est vrai que parler de stratégie sur Eden, c'est un petit peu comme si je vous parlais des cités d'or, quoi. C'est quelque chose qui n'existe pas. Mais malgré tout, je continue d'espérer qu'un jour les joueurs récupèrent une bonne notion du PVP et se retournent à la vieille époque comme c'était avant.
C'est pour ça d'ailleurs que le reroll que j'ai fait en PvP arène est là, c'est pour me rappeler justement un petit peu de cette vieille époque. D'ailleurs pour les personnes qui m'ont demandé, oui il est bientôt prêt, la petite elle est bientôt prête, le bâton est commencé à up, le set est commencé à up, donc j'ai plus qu'à up tout ça, à faire 2-3 succès au niveau des bâtons, et vous pourrez bientôt me retrouver en PvP 59. Donc voilà. Par rapport aux connaissances certifiées, donc pas de grande surprise, toujours le même schéma répétitif pour moi, étant donné que je suis pas main DPS magique, un carré violet et ensuite 2 autres certificats qui peuvent booster vos caractéristiques de vitesse d'invoque et de chance et de top crit magique. Par contre ce qui m'étonne c'est que je n'ai pas de... J'en ai même pas. Je pensais que j'avais des certificats de dégâts crit magique mais non. Donc je suis capé à 3 sans en avoir. Ah mais oui c'est parce que je suis en 7 chevalier templier, je suis bête. Oui parce que 7 chevaliers templiers combine tous les 7 en fait en un seul, du coup ben, je gagne des grittes magiques donc c'est normal que j'ai pas besoin du certificat. C'est pour ça. Ok, donc là je sais pas combien de temps vidéo, on a 21 minutes de vidéo. On va parler un petit peu de la suite. Dans l'après-midi, je vais aller acheter une nouvelle carte SD, donc je vais pouvoir reprendre la série Pokémon, on va la récupérer. Sauf que, excusez-moi, j'ai fait une connerie. J'ai filmé un épisode il y a quelques jours, donc de là où on était jusqu'en haut du mont Memoria, donc on est passé par l'arène de Simtronel, et il y a eu 2 interventions de la team Magma. Et quand j'ai filmé, j'ai eu un bug et j'ai supprimé le contenu après avoir sauvegardé. Du coup vous allez voir un trou dans la série Pokémon Ruby Omega ou Ruby Alpha, je sais plus, je sais jamais, puis on s'en fout. Mais je crois que c'est Ruby Omega. Donc je suis vraiment désolé pour ceux qui suivent plus cette série que les autres. Donc on essaiera de se rattraper. Dans le contenu, j'essaierai de vous dire à peu près qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et on retrouvera le cours du fil, ou le fil du cours, je sais plus dans quelle ordre on dit. De toute façon, si je sais pas comment on le dit, bah c'est pas grave, je le dis quand même. Concernant la petite surprise, elle est bientôt organisée, comme j'avais annoncé dans la dernière vidéo. J'ai contacté mon ami, donc c'est prêt, on va commencer le projet. De toute façon, je pense que vous devez la connaître. Peut-être certains d'entre vous qui suivent sa chaîne, vu qu'il y en a qui ont suivi Kyriel parmi vous, je pense. Vous devez certainement connaître cette personne. Dont je ne vous citerai pas le nom pour le moment, vu que c'est surprise. Voilà, donc sur ce, on va clore le tuto du Mago. Hein. On dit quelques trucs. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc le chevalier, on n'a pas fait. Le voleur, on n'a pas fait. Le clair, on n'a pas fait, mais je pense que le clair, je le ferai jamais. Parce que je sais vraiment pas quoi vous dire sur le clair. Parce que moi, les heals, c'est pas du tout ma spécialité. Le chaman, on l'a pas fait. Ben voilà, je crois que c'est tout. Ouais, il n'y a que celle-là qu'on n'a pas fait dans les classes basiques. Donc, il ne reste pas grand-chose à faire. Au niveau des tutos, donc on va devoir, je vais devoir commencer à réfléchir à trouver autre chose que les tutos, parce que faire des tutos c'est cool, ça c'est bien, c'est vraiment ce que je préfère, mais un jour ou l'autre, ben, je n'aurai plus de classe à présenter. Donc je pense qu'on va essayer de partir sur une nouvelle série du genre un peu du délire, 2-3 petits trucs sympas à tourner. Mais comme j'avais annoncé, on va commencer la série Qu'est-ce que c'est Eden Eternal. Donc cette série, on va en parler un peu plus maintenant, donc c'est la deuxième partie de la vidéo. Qu'est-ce que c'est Eden Eternal? Eh bien pour cela, rendons-nous à Montcalcaire. On va aller voir tout ça. Donc on fera bien entendu la présentation de toutes les maps de départ. Et on verra comment on est arrivé à ce que c'est que le gardien éternel que nous sommes à l'heure actuelle. Et comment on a fini comme ça. Alors je vais annuler ce statut là, changer de pet, voilà, hop, stuff katana, voilà, hop, et direction Montcalcaire.
Donc c'est vrai que le guerrier joue à la hache normalement, mais bon, comme vous savez, ma hache... j'ai plus de hache. Mais l'ours est niveau 73, donc encore 2 niveaux, et vous retrouverez la petite hache à Bibi. Hop, oui, donc je suis passé en guerrier normal, c'est vrai, mais c'est parce que je vais essayer de rester quand même dans l'univers de Eden, comment j'ai commencé Eden. Donc vous voyez, je suis arrivé ici, on est arrivé ici quand on commence Eden, et cette dame, la Cynthia, vous parle et vous dit que vous êtes un enfant né d'un cristal bleu. Donc vous allez vous renseigner un peu partout dans la ville sur qu'est-ce qui se passe, qui vous êtes et qu'est-ce que vous devez faire. Donc dans chaque ville, vous trouverez un chef de village, un coffre de gloire, des PNJ marchands qui se situent ici, ici, et un PNJ de teinture, une épicière bien entendu, et divers PNJ qui vous donneront plus ou moins une avancée au niveau du jeu, et vous renseigneront sur qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors, pour résumer mon calcaire, qu'est-ce qui se passe? Dans mon calcaire, en gros, on vous informe que vous devez aller dans une grotte. Donc je prends la monture de combat parce que franchement j'ai pas envie de marcher. Après divers cartes, on vous dit d'aller à cet endroit qui est la mine d'Andrew, donc l'endroit où on vous a trouvé. Donc vous avez le premier PNJ qui vous donne réellement la première quête de combat, donc Henry, ou Harry, comme vous voulez. Et vous voyez, c'est les monstres de départ, les champignons des grottes, ainsi que votre premier, je dirais, boss. C'est vraiment le premier boss, c'est Jaan, donc un monstre qui possède toutes les BP que vous pouvez faire au début, sauf de la lumière et l'obscur. Mais bon, comme vous avez la boule de feu avec le Lumi, ce n'est pas trop méchant. Donc en gros, vous êtes né de ce fameux cristal là, on vous a trouvé, et Jaan aurait un cristal bleu apparemment, faut le tuer. Il vous loot un cristal bleu et... vous ressortez, vous donnez au PNJ et puis voilà. Donc tout au long du cours dans mon calcaire, vous allez rencontrer une diverse série de PNJ qui vous expliqueront qui vous êtes et quel est votre rôle dans Azure. Donc ce PNJ, le PNJ maître je dirais de cet endroit, c'est l'oracle magicienne Athéna Marie qui en fin de compte, on en parle au début, après encore un petit peu, et c'est un PNJ qui est extrêmement important, mais qui est malheureusement abandonné, totalement. Qui est totalement abandonné par l'histoire. Donc on pensait que c'était un PNJ extrêmement important, qui vous aiderait, ou qui vous... Bah, voilà, comme un PNJ qu'on retrouve en général, et non. Le PNJ a été totalement abandonné par les programmeurs et les développeurs. Donc ce PNJ se trouve ici. C'est également elle qui vous distribue les aimants pour créer les divers météores qui sont ici. Donc elle vous propose tous les météores ici. Vous devez les acheter 20 PA, hein, c'est pas cher. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus une fois que vous avez tous les météores. Voilà. Donc en gros ce PNJ là vous propose de montrer vos compétences au combat en tuant des angelés, des yaks, des golems ressuscités. Et ensuite, on apprend que la carrière d'Angor, donc l'ancien endroit que minait le village de Andrew, donc ce village-là, donc où nous avons Pop au début de l'histoire, est en réalité attaqué par Mori Mori et Herak, en gros, les chefs de la map. Donc, vous allez bien naturellement aller dans la grotte, ce sera le premier donjon. On peut le faire vite fait, allez si vous voulez, histoire de vous montrer, car c'est vrai que les donjons bas level, je ne vous les montre pas du coup, étant donné que qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à les montrer à mon niveau. Donc c'est vrai que peut-être faire un... Je vais quand même prendre la quête parce que ça donne des pièces éternelles. Hop, voilà. Non, je veux rentrer dans le donjon, s'il te plaît. Merci. Voilà, alors la carrière Angor. Donc voilà, on se retrouve dans la carrière Angor, donc le premier donjon du jeu. Donc vous voyez, c'est un schéma qui est plutôt classique, hein, on avance tout droit. Il n'y a pas réellement de perte. Donc bien sûr, il n'y aura pas de difficulté au niveau des monstres vu mon niveau. Si je perdais dans ce donjon, je pense que j'aurais plus qu'à delete. Mais voilà, c'est un donjon qui est classique, qui est sympa. Et franchement, ce donjon, à l'époque du niveau 50, quand il est sorti en version héros, cet endroit là, ce passage là où je suis, c'était vraiment le passage le plus redouté
par tous les tanks. Si, les tanks. Parce que les scorpions, les insectes venimeux cachés là, ils nous foutaient mais des baffes, mais monstrueuses. On avait beau être un tank, on se prenait un coup dans la gueule, mais on restait par terre quoi. Même avec un heal. Donc voilà le premier boss, Herak, hein, Eldritch de la Forge. Donc en gros ils ont pris possession, ils se croient chez eux. Donc en gros ils vous demandent d'aller leur casser la gueule. Et hop, bon bah j'ai récupéré son trophée par l'occasion, même si je l'ai déjà. Putain, j'ai tellement jeté de trophées en fait avec mes rerolls. Non, c'est bon. Je l'ai toujours. Mais c'est un donjon qui est sympa parce que il est autant faisable en 0.10 qu'en 0.2 au bas niveau. Donc il n'y a pas trop de difficultés. Excusez-moi 2 secondes. Voilà, désolé pour les petits ninja party. Donc on en était, je sais même plus ce que je disais parce qu'en fait j'ai dû aller faire un truc. Mon chien est en train de bouffer mes chaussures. Voilà. Bref, donc on se retrouve pour le dernier boss de carrière encore, donc pas de difficulté, et niveau 8 en one shot, et puis voilà. Donc oh bah trophée aussi, donc dis donc ils ont décidé de générer double trophée, donc à chaque fin de donjon vous rencontrerez un cristal pour praliner comme ça, ce qui vous donnera le droit de tuer un monstre et d'avoir des cristaux alpaga. Donc voilà, une fois que vous avez battu les monstres de la carrière Angor, vous allez voir Andrew, vous lui dites que vous avez que vous avez réduit le caillou en miettes et que vous avez fait une soupe aux champignons avec Mori Mori. Il vous fait vous êtes gentil, blablabla, merci, tout ça, et vous allez en direction de la colline tranquille, qui est la deuxième map du jeu, et qui en fait a eu vent de vos exploits et qui vous propose à leur tour de leur filer un petit coup de main, même si comme à chaque fois qu'on va sur une nouvelle map, les gens se méfient de nous. Pourquoi? On ne sait pas. On a l'air de faire peur visiblement, tout le monde se méfie de nous. Est-ce que c'est parce que j'ai les cheveux blancs? Non, je ne crois pas. Donc voilà, donc la colline tranquille qui est ici. Donc on se retrouvera pour un prochain épisode de Cascade Eternal et un autre tuto, mais pas en même temps cette fois-ci, parce que là je voulais faire une vidéo un peu plus complète avec le retard. Donc je la sors ce soir, dans le pire des cas. Donc là ce soir, hein, je vous dis parce qu'il est 2h. Donc le temps du plot, tout ça. Et si je suis assez rapide, un épisode de Pokémon. Donc sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine fois pour un Pokémon Ruby Omega. Ciao, à plus.